Rebonjour, bonjour, merci de rester avec nous pour cette table ronde sur la réindustrialisation et les pouvoirs publics. Pour évoquer ces deux thématiques, j'ai la chance d'avoir avec moi Nicolas Dufourcq, faut-il le présenter, patron de BPI France. Nicolas, il devrait rentrer, et Enzo Ribeiro, qui est directeur du financement de Vercor. Faut-il aussi vous présenter Vercor? Ils doivent discuter déjà, c'est un événement conversationnel, donc ils ne rentrent pas. Nicolas, Enzo, vous pouvez rentrer. Bonjour à tous les deux. Je vous laisse vous installer. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler réindustrialisation et pouvoir public. Je le dis d'entrée en préparant, Nicolas, vous m'avez dit pouvoir public, ça me convient pas trop, mais donc on en discutera. L'industrie est un pilier essentiel de notre économie. C'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. Il pourrait sans doute en dire autant de l'agriculture, des PME, des TPE, de l'artisanat. Mais force est de constater que depuis 2017, mais surtout depuis la sortie de la crise sanitaire, l'industrie n'est plus un gros mot. Sans doute parce que quand on parle industrie, de plus en plus, ensuite, viennent les mots indépendance, souveraineté et emploi. Résultat, les annonces se succèdent. Ici, un agrandissement d'usine. Ailleurs, une nouvelle usine comme Vercor, mais aussi ACC ou Vulcam récemment. Ailleurs, on rapatrie tout ou partie de la production. À la clé, à chaque fois, des emplois, des dizaines, des centaines, voire des milliers d'emplois. Le point commun de toutes ces annonces, c'est le soutien des pouvoirs publics, collectivités locales ou États, notamment à travers le plan France 2030. Et si le soutien n'est évidemment pas sans contrepartie, on peut tout de même dire que la période est très propice pour les entreprises industrielles. Des entrepreneurs dont le profil évolue, ils sont audacieux aujourd'hui, tournés vers l'innovation, parfois issus de la recherche, attachés à leur territoire, et ils ont tout de suite une vision globale. Donc pour parler de renaissance industrielle, Nicolas Dufourcq, merci d'être à nouveau sur scène. Et puis Enzo Ribeiro, je le disais, directeur du financement de Vercor. Tout le monde connaît Vercor. Nicolas, cette présentation de cette renaissance industrielle que je viens de faire, d'abord, est-ce qu'elle vous convient? Et puis, est-ce que c'est le bon moment pour les industriels de lever le doigt et d'essayer d'émerger? Elle me convient tout à fait, absolument. C'est sociétal et c'est générationnel. Il a 28 ans. 28 ans. Hein, et donc, oui, on a une chance extraordinaire en France aujourd'hui d'avoir une nouvelle génération d'entrepreneurs de l'industrie qui, au fond, n'ont pas eu l'esprit marqué par toutes ces années extraordinairement tristes que nous avons vécues dans les années 2000 et au début des années 2010, qui voient la renaissance industrielle se produire dans tous les pays du monde en réalité. Hein. C'est-à-dire que c'est la planète qui se réindustrialise. Tous les pays européens ont lancé des programmes de réindustrialisation. Et donc il y a des belles histoires partout. Il y a de la tech partout. Il n'y a pas que Elon Musk, mais c'est vrai qu'Elon Musk a montré une direction au fond. C'était qu'une start-up pouvait être industrielle et changer la planète. Donc il y a quelque chose de tout à fait enthousiasmant. Hein. Maintenant, il faut reconnaître qu'on n'est pas au milieu du gué. On est au début du gué. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup trop peu de jeunes Français qui vont vers l'industrie. Beaucoup trop peu. Et il faut bien reconnaître aujourd'hui que les PME industrielles, si elles ont un problème, ce n'est pas un problème de croissance. Hein. On va avoir une belle année 2024. C'est un problème de recrutement. Quand vous posez la question aux gens qui sont ici, d'où viennent vos ingénieurs? Ils viennent un peu d'ici, mais pas beaucoup d'ici. Hein. Ils viennent beaucoup d'ailleurs. Ils viennent d'Italie, ils viennent d'Afrique du Nord, ils viennent, on en parlait tout à l'heure, d'Amérique latine. C'est formidable, hein. Mais ça veut dire qu'on a un problème d'aiguillage de la jeunesse française vers ce qui est pourtant la source des plus belles carrières des années qui viennent, l'industrie. Il faut répéter que l'industrie, c'est plus au large. Rabâcher. Et c'est pas seulement que ça brille, c'est que moi, je passe ma vie dans les usines et à la rencontre des entrepreneurs de l'industrie. Les jeunes, 100% ont des étoiles dans les yeux. 100% ont des étoiles dans les yeux. Trouvez-moi un autre secteur où 100% des jeunes ont des étoiles dans les yeux. On parlera de l'aide des pouvoirs publics là-dessus.
Enzo, 28 ans, Vercors, tu n'es pas tout seul évidemment, mais comment on fait pour lever 2 milliards en 2023 On est dans une thématique avec les pouvoirs publics. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de créer ça sans les pouvoirs publics? Ouais. Alors comme tu l'as dit, hein, pas tout seul, c'est avant tout un travail d'équipe. Expliquer en quelques secondes comment on lève 2 milliards, c'est compliqué, mais il y a 4 piliers importants. Le premier, je viens de l'évoquer, c'est l'équipe. On a avant tout recruté une masse d'experts internationaux sur le domaine de la batterie. Donc on a réussi à démontrer que même si l'entreprise est jeune, la somme des années d'expérience cumulée de tous nos ingénieurs, à une période où on s'était amusé à compter, c'était en milliers d'années. Donc ça a rassuré beaucoup de monde. Le deuxième, c'est les partenariats industriels, à l'amont de la chaîne de valeur avec le client et à l'aval avec les fournisseurs. On a notamment un contrat avec Renault sur plus de 70% des volumes de l'usine et sur 10 ans de contrat d'achat. Donc ça sécurise énormément les investisseurs et les clients. C'est un peu la pierre angulaire de ce financement. Et puis on est dans un secteur éminemment politique, voire géopolitique, hein, autour du véhicule électrique et de la batterie. Et donc le soutien des pouvoirs publics a été un point central. J'y reviendrai. Mais il y a un quatrième point, et qui sera peut-être un nœud qu'on va devoir essayer de défaire collectivement dans les années à venir, c'est que pour mobiliser des milliards de financement, on a besoin de créer une structure contractuelle où les cash flows de la société sur les 7, 8, 10 ans à venir doivent être tous backés par des contrats de manière très précise. Donc ça, c'est un travail de titan. C'est pour ça que je dis que c'est un travail collectif avec les équipes achats, les équipes ventes, etc. Et qui complexifie quand même l'accès au financement et qu'on devra simplifier avec les pouvoirs publics dans les années à venir. Et donc sur la question, est-ce qu'on sait lever 2 milliards sans les pouvoirs publics ? La réponse globalement est non. Premièrement, c'est pas forcément une question de levée de fonds, mais c'est que si les projets industriels sont tellement complexes, on a tellement de personnes à former, d'interactions avec des clients, des fournisseurs, des investisseurs et des flux de matériaux, de personnes à gérer, qu'on a besoin de toute façon des pouvoirs publics pour attirer ces talents, pour réaliser des infrastructures ferroviaires, routières, pour apporter un peu de dérisking aux investisseurs. Donc c'est très compliqué de faire sans les pouvoirs publics, et encore moins en 2023 dans une période où les marchés du private equity étaient très fermés. C'est hyper compliqué de le faire. Vous avez commencé à 6, vous êtes maintenant près de 300, je pense. Vous recrutez des plus de 400. Plus de 400. Ma fiche n'était pas à jour. Comment on fait aussi au départ pour se faire connaître des pouvoirs publics ou de la BPI et des deux? J'imagine que la BPI, c'est des dizaines de dossiers par jour. Comment on fait quand il y a Vercors qui arrive parmi tous les dossiers de se dire les 6 personnes qui ont ce projet-là, on va les regarder. Comment on fait pour se faire remarquer et comment on détecte ça? Nous, la BPI, on dit toujours qu'on est détecteur d'entrepreneurs et éditeur d'entrepreneurs. Éditeur au sens où on va les accompagner ensuite pendant très très longtemps. Donc Vercors, ils sont très très bien fait connaître. Hein. Ils ont été très forts. Donc nous, on a notre direction régionale qui est ici, et donc c'est le métier. Et toutes les startups qui sont ici connaissent notre délégué innovation de la direction régionale de Grenoble, hein, évidemment. Mais ils se sont fait connaître également à Paris de la direction générale des entreprises, et puis ensuite de nos fonds, qui sont essentiellement à Paris, donc le fonds SPI qui a investi dans Vercors. Mais surtout, ils se sont fait connaître des étrangers. Ça a été fondamental. Ils ont attiré très tôt un fonds de capital investissement scandinave, EQT. Alors, ils vous avaient repéré parce qu'ils avaient financé des batteries en Scandinavie. Mais enfin, il a fallu quand même le construire, ce réseau, cette espèce de grappe sociale. Ça a été compliqué, Enzo, de construire cette grappe-là auprès des pouvoirs publics d'abord, des investisseurs ensuite? Oui, alors déjà, je pense que ça part aussi du positionnement de la société. Dès la création, les fondateurs, il y en a 2 ici, ont d'ores et déjà, d'entrée de jeu, posé un projet ambitieux en termes de décarbonation et de souveraineté industrielle. Donc c'est une mission un peu d'intérêt général. Donc récemment, il y a des investisseurs qui nous disaient que nous sommes des dirigeants privés qui portons une cause publique, ce qui nous fait plaisir. Et ça parle très, très rapidement au pouvoir public.
Et puis ensuite, il faut pouvoir l'expliquer ce projet et ne pas être timide en fait. Et aller toquer à Bercy, à la DGE, à Matignon, à l'Elysée. Et donc avec Olivier qui est ici et Benoît là-bas, on a passé beaucoup de temps à expliquer ce qu'on voulait faire, ce qui n'était pas suffisamment poussé par les pouvoirs publics, et on a co-construit avec eux des solutions. Il y a aussi un aspect important, c'est que Vercor a été créé par InnoEnergy, par plusieurs investisseurs fondateurs, mais notamment InnoEnergy, qui est l'organisme qui a animé l'Alliance européenne des batteries, donc qui était également proche des pouvoirs publics à échelle européenne. Et donc voilà, on a tissé ce réseau. Et puis bon, quand l'engagement est sincère et qu'on sait expliquer à différents partis publics, on arrive à embarquer le soutien. Moi, je me souviens du comité d'investissement que j'ai fait sur Vercor. Donc on a vu qu'ils avaient EIT InnoEnergy. Donc ça, c'est Bruxelles, hein, grosso modo. Effectivement, dans l'écosystème, on va dire d'une dizaine de personnes qui comptent à Paris, au ministère de l'Industrie et dans les cabinets, ils avaient plutôt convaincu. Et puis surtout, le game changer total, c'est le contrat avec Renault. Quand vous avez un contrat qui vous assure une contrepartie à 80% de vos débouchés pour une période relativement importante, évidemment, vous commencez à pouvoir mobiliser des capitaux. Mais je voudrais quand même faire une remarque. C'est que dans les 2 milliards, il y a beaucoup de dettes. Et cette dette, en dépit du fait qu'il y a Renault qui a signé un contrat d'output deal très significatif sur une longue période, cette dette n'aurait pas pu être mobilisée par les banques françaises si l'État, pouvoir public, n'avait pas garanti cette dette à 80%. Hein. La dette de Vercor est garantie à 80% par vous, les contribuables. D'accord ? Donc dans Vercor, il y a plus de 600 millions d'euros de subventions, du capital de BPI France et surtout, le plus important, une garantie de la dette. Donc pour faire une gigafactory à Dunkerque, il faut tout ça. ACC, c'est pareil. Hein. La dette d'ACC, c'est Stellantis. C'est un peu le partenaire concurrent. Bon. Mais enfin, il y a tellement de place pour tout le monde que ce n'est pas des concurrents. Elle est garantie à 80%. Donc sans les pouvoirs publics, ça passe pas. Non. Il y a, Nicolas, tous les industriels aujourd'hui n'ont pas besoin de lever 2 milliards, n'ont pas besoin de construire une usine de 100 000 m². Je pense que c'est l'usine de Enzo, tu me coupes si c'est pas bon, une usine de 100 000 m². Tous les industriels n'ont pas besoin de ça. Mais il y a des projets qui sont plus petits, mais tout aussi ambitieux, tout aussi importants pour réindustrialiser la France, pour être présent sur tous les territoires. Il y a quand même une difficulté qui apparaît et qui est toujours là, c'est cette levée de fonds de série C là. Vous le constatez aussi. Est-ce qu'on va arriver à résoudre ce problème ? Il y a 10 ans, c'était dans le soft. Aujourd'hui, ça existe toujours pour les industries. C'est-à-dire que ça commence pour l'industrie. Donc ce qu'on a vécu pour le digital, il nous a fallu des années pour créer un écosystème de fonds français capable de mettre des tickets de 50 millions ou de 100 millions. Nous, par exemple, il y a 2 ans, on a mis un ticket de 120 millions d'euros dans Doctolib. Bon, mais on était les seuls. Depuis, des fonds d'investissement se sont créés, que nous avons financés, des équipes se sont formées. C'est un métier. Le métier d'investisseur audacieux dans l'industrie tech, l'industrie hyper innovante, c'est un métier que peu de gens maîtrisent encore en France. Et c'est d'ailleurs la conséquence de la désindustrialisation. Quand vous désindustrialisez un pays, tous les gens qui étaient des spécialistes du financement de l'industrie, ils disparaissent aussi. Il n'y a pas que les ouvriers qui disparaissent, c'est tout le château de cartes, y compris les spécialistes qui savent prendre un risque sur le financement d'une usine. Et donc ceci va revenir. Mais il faut mettre beaucoup d'énergie pour que ça revienne. Donc nous, on a très clairement dit qu'on allait mettre beaucoup d'argent dans des fonds de capital risque qui financent les startups industrielles. Et il y en a. Hein, ce n'est pas des fonds énormes. C'est des fonds de 200 millions, 300 millions. Il va falloir des fonds d'1,5 milliard. Notre fonds qui a investi dans Vercor, c'est un fonds qui aujourd'hui est à 1,7 milliard. Hein, et c'est le plus gros fonds français de réindustrialisation. Il va en falloir d'autres. Et par ailleurs, il faut que les banques elles-mêmes, d'une certaine manière, réapprennent à prendre du risque industriel. Parce que c'est vrai que l'industrie, c'est risqué. La courbe en J, elle descend profond. Mais ensuite, à la sortie,
les multiples sont très élevés, potentiellement, hein. Et donc, dans la période, si vous n'avez pas d'output deal comme Renault chez Vercor, vous faites comment? Il n'y a pas d'autre solution que de mettre un peu de subvention et de mettre de la garantie de crédit. C'est ça qu'on va faire. Oui. Non, peut-être pour rebondir sur ce point-là, c'est un point qui est assez identifié parce que le marché de private equity est structuré avec notamment la partie venture capital, donc des fonds qui sont capables de prendre du risque techno, du risque marché, mais sur des petits tickets de quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros. À l'inverse, il y a des fonds infrastructures qui sont capables de déployer des centaines de millions d'euros, mais sur des projets complètement dérisqués par des contrats commerciaux et les technologies complètement dérisquées. Et puis au milieu, en fait, il y a un pont à construire qui aujourd'hui n'est pas construit. Nous, on a réussi au niveau de la Gigafactory à faire le contrat Renault et la garantie publique. Alors sur la dette, je me permets, c'est 30% sur la dette qui est garantie par l'État. On a beaucoup travaillé avec l'État pour essayer de réduire au maximum leur exposition parce qu'on est on fait attention à réduire au maximum l'exposition des contribuables. Mais avant de lever ces 2 milliards, on avait déjà dû lever 300 millions pour construire une usine pilote. Et ça, c'est le propre de toutes les startups industrielles, quasiment toutes les startups industrielles. On doit d'abord passer par une usine pilote et à ce moment-là, on a un risque technologique complètement ouvert puisque par définition, on n'a pas encore eu de ligne pour valider le process et le produit. Et puis, on n'a pas de contrat commercial puisqu'il n'y a aucun client qui va passer un contrat commercial sur une technologie qui n'est pas dérisquée. Et à ce moment-là, vous avez quand même des dizaines, voire des centaines de millions d'euros à lever et il n'y a pas de solution. Donc nous, on a réussi en cumulant différents produits financiers, donc de l'equity, du quasi-equity, de la venture debt avec la Banque européenne d'investissement, une dette contre-garantie par la GPS avec ce mécanisme qui a été déployé pour la première fois sur le Vercor Innovation Center, notre usine pilote qui est ici à quelques kilomètres. Et donc, c'est passé pour nous. On a dû redoubler de collaboration avec les pouvoirs publics, avec les investisseurs, mais c'est un trou dans la raquette du financement de private equity qu'il va falloir adresser très rapidement. Et la question à 100 millions d'euros, les pouvoirs publics là-dessus, tu penses qu'ils ont un rôle à faire pour un peu plus accompagner, un peu dérisquer peut-être? Le dérisking, je pense qu'il doit venir avant tout des acteurs industriels du secteur en question. Nous, c'est ce qui s'est passé quand même. Bon, l'État a beaucoup aidé, mais on a surtout poussé Renault à soutenir le projet et à donner de la visibilité à l'ensemble de la chaîne de valeur, à nos fournisseurs, à nos investisseurs, à nos banquiers. Et donc, dans le cadre de l'automobile et du véhicule électrique, c'est, je dirais, possible du fait de la législation 2035. Donc, la Commission européenne a donné beaucoup de visibilité aux constructeurs sur la roadmap du véhicule électrique et les constructeurs peuvent elles-mêmes donner de la visibilité. Mais il y a des secteurs où passer des contrats à ce niveau-là est beaucoup plus compliqué. Et c'est là qu'il y a des outils comme la garantie projet stratégique pour la dette pourrait potentiellement être aussi élargi à venir contre-garantir certains contrats d'off-take critiques qui permettraient à des industriels qui sont encore un peu frileux pour dérisquer certaines startups de passer le cap de la contractualisation long terme et de mobiliser des centaines de millions d'euros de capital privé parce que du capital, il y en a. Hein. Dans les fonds d'infrastructure, des fonds dans les banques commerciales, il y en a énormément, mais c'est toujours le dérisking. Ça doit venir des industriels, mais peut-être que l'État peut les aider à prendre une première part d'exposition avec ce type de garantie sans forcément avoir à mettre la main à la poche. La levée de fonds, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, il y en a besoin, mais aujourd'hui vous êtes dans la suite, vous construisez votre usine, vous embauchez, alors j'ai arrêté de compter du coup, vous êtes peut-être à 450 depuis qu'on parle. Là, les pouvoirs publics, ils sont encore assez à vos côtés, ils vous aident ou on est là aussi pour dire ce qui ne va pas, ou maintenant pour l'embauche, pour tout ce que vous faites maintenant, il y a des trous dans la raquette? Non, évidemment, les pouvoirs publics ne sont pas là juste pour la levée de fonds. On continue à co-construire avec eux. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on co-construit un modèle de collaboration entre pouvoirs publics, groupes industriels et entrepreneurs de l'industrie. Et donc, à chaque étape, on essaye de trouver des solutions. Donc, là, le prochain objectif, c'est de produire au bon niveau de rendement et au bon niveau de compétitivité. Donc, on a des discussions sur quel est le bon coût acceptable de l'énergie, comment on sécurise l'approvisionnement de matériaux avec des fonds qui ont été créés notamment suite au rapport Varin et le fonds avec Infravia sur les métaux critiques. Et puis évidemment, un des plus grands enjeux de notre secteur, c'est de pouvoir mobiliser, donc là du coup pour l'usine, le chiffre exact c'est 1200, donc on va devoir recruter 1200 personnes, on va devoir les former.
Et donc côté formation, on a développé l'école de la batterie, soutenue par l'État, avec 16 partenaires du monde académique. Ici, Comment qui est présente qui est présente sur le ici, là-bas, au fond, sur la gauche, et qui va former chaque année plus de 1600 personnes, du CAP au doctorat. Et donc voilà, donc on continue à collaborer avec les pouvoirs publics. Cela dit, il n'y a qu'une partie du boulot qui est fait, parce qu'avoir les structures de formation, c'est bien, maintenant il faut les remplir. Et donc je reviens sur ce que Nicolas disait un peu plus tôt. On a besoin d'expliquer au monde entier, et notamment aux jeunes générations dont je fais partie, à quel point s'investir dans l'industrie est gratifiant. Moi, je suis assez confiant sur ce mouvement-là, parce que j'entends mes amis et notre entourage de jeunes qui sont en quête de sens, qui cherchent des métiers à impact environnemental, social. C'était mon cas à la base, ça l'est toujours. Et en fait, l'industrie, c'est tout ça. Quand on travaille dans l'industrie, le matin, on se lève et on se dit bon, ben, je vais travailler pour créer des dizaines, des centaines, des milliers d'emplois. Je vais créer de l'emploi de l'opérateur au doctorant, en passant par le cadre supérieur, et des emplois qui sont là pour le long terme. Je vais produire des biens concrets, matériels, qui vont participer à la décarbonation de nos usages. Et puis, je vais participer à l'indépendance de mon pays. Donc en fait, quand on travaille dans l'industrie, tous les matins, on se lève avec un sentiment un peu de soldat de la nation, et c'est galvanisant comme ça ne l'est dans aucun autre secteur. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Et il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes générations, enfin de générations de tout âge, qui viennent s'impliquer dans nos écoles, dans l'école de la batterie et dans d'autres écoles industrielles, pour venir accélérer ce mouvement qui est en marche, qui est celui de la réindustrialisation. Nicolas, c'est le meilleur ambassadeur de l'industrie finalement qui est à vos côtés ce matin. Oui, non, je vais le prendre à part, je vais le filmer là. On va se mettre derrière et on va mettre ça direct sur les réseaux sociaux de la French Fab. Nicolas, les financements publics ne sont pas éternels. Je ne sais pas ce qu'il y aura après France 2030, mais en tout cas, France 2030, il y a une date de fin. Cet élan que vous décrivez depuis tout à l'heure autour de l'industrie, comment on fait pour qu'aujourd'hui, il ne s'arrête pas quand les pouvoirs publics vont un peu réduire le robinet des aides? Comment on fait? C'est ça le défi que vous avez aujourd'hui, à faire que le privé prenne la suite? Exactement. Merci de poser la question, parce que c'est la vérité. On vient de vivre quelques années d'un vrai miracle de politique industrielle, avec des quantités de capitaux dont on n'aurait jamais imaginé, rêvé à la fin des années 2000, hein, et ça n'est pas éternel, puisqu'on a la dette publique que vous connaissez. Donc il faut se poser la question de l'efficience de l'argent public maintenant, hein. Je pense qu'on ne pourra plus faire les très très grosses subventions de plusieurs milliards d'euros dont on a parlé dans la presse, ou plusieurs centaines de millions d'euros, Vercors, Prologium, 2 milliards. Donc cet argent, il n'existera plus. En revanche, la garantie est relativement économe de l'argent public. Parce qu'à la vérité, tout est psychologique dans cette affaire. Pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas de risques? Parce qu'ils ont peur. Mais s'il n'y a plus de risques, ils n'ont plus peur. C'est relativement moins risqué qu'on le pense. Et donc, la garantie qui est accordée par l'État sur ses fonds propres ou sur les fonds de garantie de BPI France, finalement, elle ne coûte pas grand-chose. En tout cas, elle coûte beaucoup, beaucoup moins que les volumes de subventions qu'on a pu mobiliser jusqu'ici, hein. Voilà. Donc, la solution, ce sera de la garantie, mais dans des proportions plus importantes qu'aujourd'hui. Pas que les gros projets. Posé la question tout à l'heure, également les projets moyens ou même les petits projets dont ont besoin les territoires. Dans les territoires, doivent pouvoir faire l'objet d'une garantie. Bon. Et puis ensuite de l'equity, de la garantie et des fonds propres. Les fonds propres, les nôtres, ceux de Bruxelles, et des fonds propres privés, ce qui suppose que des équipes d'investisseurs spécialisés dans la réindustrialisation et la renaissance industrielle française se constituent. Beaucoup plus rapidement que ça n'est le cas aujourd'hui. Voilà mon défi, hein. Alors ça se passe sur les batteries, hein. Il y a des barrières à l'entrée. Aujourd'hui, on voit que l'État a surtaxé les voitures électriques qui ne sont pas produites en France. Est-ce qu'il faut, alors tu sors un peu des batteries Enzo, mais est-ce qu'il faut aussi développer ça pour les panneaux solaires par exemple? Et est-ce que ces barrières à l'entrée peuvent aussi être une solution pour développer nos industries sur le territoire? Je veux juste rebondir rapidement, parce que sur la garantie, je suis un fervent défenseur de la garantie. Les subventions, il y a un point important on doit limiter au maximum l'usage des subventions.
à part dans un cas où on est sur des secteurs où on a une obligation de réciprocité par rapport à ce qui se fait à l'étranger, hein, dans le domaine des batteries, on n'aurait pas poussé sur une subvention aussi importante si, outre-Atlantique, les projets similaires aux nôtres n'étaient pas subventionnés à hauteur de plusieurs milliards par projet. Et en fait, hormis ces obligations de réciprocité, on est capable de mobiliser beaucoup de capitaux privés en leverageant la garantie. Et peut-être un chiffre, juste la dette de Vercors est un bel exemple. On va avoir, je peux donner le chiffre, hein, c'est 270 millions d'euros de garantie de l'État et qui va nous permettre de lever plus de 1,2 milliard. Donc en fait, l'effet levier de cette garantie, qui comme le dit Nicolas ne coûte pas énormément, a un effet levier monstrueux sur les liquidités privées. Ensuite, sur le sujet des protections des industries, et ça vient un peu à la question de la réciprocité. L'exemple des panneaux solaires est le bon, et c'est une erreur que j'espère on ne refera pas. On a ouvert notre marché à des produits très largement subventionnés par la Chine. Et donc la Chine est arrivée avec des produits qui étaient complètement impossibles à concurrencer d'un point de vue compétitivité et ont tué l'industrie européenne en quelques années. La messe a été dite en quelques jours. Et je pense que dans le domaine du véhicule électrique, on est plutôt bien parti. On a créé un marché très dynamique avec cette législation 2035. On a le marché le plus dynamique du monde. Hein. On a réussi, par l'outil de la réglementation qui là aussi économe en capital, à avoir un marché plus dynamique que le marché américain où là, Biden a mis quasiment 400 milliards sur la table. Donc on sait faire bel usage des outils publics sans trop exposer le bilan de l'État. Par contre, on doit être attentif à ne pas faire les mêmes erreurs. Et lorsque, par exemple, les constructeurs asiatiques qui se voient fermer l'accès au marché américain, non plus que l'Europe d'un point de vue exportation, viennent inonder le marché européen de voitures et de batteries subventionnées et qu'il n'y ait pas de barrière. Donc je ne sais pas s'il faut absolument des barrières à l'entrée ou des taxes douanières sur chaque batterie ou chaque véhicule, mais il y a peut-être il y a des mesures. J'utiliserai peut-être pas fort le terme protectionnisme, mais réciprocité, une fois de plus, à utiliser là-dessus. Et puis aussi copier potentiellement ce qu'ont fait les Asiatiques. Les Asiatiques sont montés en compétences sur l'automobile en donnant accès à leur marché intérieur par le biais de joint venture et de transferts technologiques. Si les Asiatiques veulent bénéficier du marché européen de la batterie et du véhicule électrique qui est l'un des plus dynamiques, on doit peut-être aussi passer par des alliances avec eux sur des joint ventures. Vous disiez oui. Complètement. Moi, j'ai fait une campagne personnelle, je continue importante pour qu'on relève les barrières douanières sur l'automobile électrique en Europe. Il n'y a juste aucune raison explicable à nos concitoyens pour qu'une voiture européenne qui rentre en Chine soit taxée 30% et une voiture chinoise qui rentre en Europe soit taxée 10%, alors même que la voiture chinoise a été très largement, et on le sait, subventionnée. Donc la bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne s'est enfin emparée de ce sujet, instruit activement, prendra des décisions d'ici au mois de juin, et j'espère que ce seront des décisions de relèvement des tarifs. C'est indispensable. Il faut, au fond, se dire la vérité. Dans ces industries, et dans, en réalité, pas mal d'industries, le pays émergent, ce n'est pas la Chine, c'est l'Europe. Nous sommes un pays émergent. Nous sommes un pays en voie de développement. Et donc, tout ce que les pays émergents ont fait quand ils ont décidé de nous rattraper, nous devons le faire. Des barrières, des JV, des exigences de transfert de technologie, un manque total de naïveté. Nous avons été trop naïfs. Une dureté dans la négociation, un rapport de force. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que la Chine a fait. Nous avons été tout à fait d'accord pour qu'ils le fassent parce que nous souhaitions l'insertion pacifique de la Chine dans l'ordre mondial. Maintenant, la Chine nous a largement dépassés dans beaucoup de verticales. Hein, beaucoup de verticales. Donc le pays émergent, c'est nous. Et l'échelle, c'est pas l'échelle du territoire ni du pays. On est bien sur l'échelle européenne. Il ne faut plus penser France, il faut penser Europe. Alors on a parlé beaucoup de la France, de la réglementation française, mais c'est au niveau de l'Europe que ça doit se jouer, absolument. Les barrières ne peuvent être qu'européennes, il n'y a pas de barrière interne, ça c'est sûr. Hein. Ensuite, le rapport de force avec les acteurs, il est européen aussi, mais si l'Europe tarde trop, il faut que la France prenne ses propres dispositions, c'est sûr.
vous réfléchissez déjà à l'échelle mondiale, Vercors, mais l'Europe, c'est le bon terrain de jeu. Ah bah, je pense que ça a été clair dès la création de la société. On est là pour accélérer la réindustrialisation sur le territoire franco-européen. Comme toute société avec de l'ambition, on regardera à l'avenir potentiellement des expansions à l'international. Mais comme je le disais, le marché européen est tellement dynamique. Et Nicolas le disait, il y a de la place pour tout le monde. Donc on a déjà un très bon terrain de jeu pour croître au niveau de nos ambitions et bien au-delà sur les années à venir. Merci beaucoup. Il nous reste 30 secondes. J'aime bien conclure les tables rondes en vous demandant en 2-3 mots à chacun, finalement, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous retenez de l'échange que vous avez eu. BPI, Vercors, vous parlez souvent ensemble, mais voilà. Qu'est-ce que vous retenez en 2-3 mots de ce qu'on s'est dit là en une demi-heure? Non, mais je retiens qu'on est assez aligné avec Nicolas sur certaines actions. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a évoqué ici des pistes très concrètes, qui sont celles des garanties, celles des taxes douanières, celles des JV. Et donc, on finalise cette table ronde et puis derrière, on en reparle pour voir comment on met ça en musique concrètement. Nicolas? Moi, ce que je retiens, c'est lui, parce que il a son âge, il a moins de 30 ans. Et c'est sa génération qui va réussir la renaissance industrielle. Nous, on l'a pensé, on a construit la boîte à outils, on met de l'énergie, on met toute notre passion, on est ardent. Mais c'est cette génération d'entrepreneurs qui va faire le job. Le futur, c'est les jeunes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Enzo, d'avoir participé à cette table ronde. Et merci à vous. Et puis, bon festival. Et on laisse la suite. Prochaine table ronde. Merci beaucoup.